Alors moi, je trouve extrêmement intéressant, comme je travaille au niveau local dans la politique régionale, toute cette discussion sur l'économie résidentielle, surtout aussi parce que c'est un sujet qui nous pose énormément de questions, et puis on attend un peu sur les universitaires pour nous donner quelques réponses ou quelques pistes, donc c'est vraiment très intéressant. Alors déjà, je commence par un peu un paradoxe. Tout à l'heure, Olivier Crevoisier, Madame Talanda, ils ont parlé que le futur, ça allait peut-être dans la convergence entre ces trois types de bases d'économie. Production, circulaire, et puis la troisième, circulation, captation. Voilà, j'y suis. Alors, si on regarde, qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Alors ça, je ne vais pas vous expliquer le schéma, parce que c'est une autre manière de voir toujours le même schéma. Mais si je parle de mon travail de tous les jours, c'est le contexte de la politique régionale. Alors, on s'aperçoit qu'il y a eu d'abord cette fameuse LIM, loi en matière d'investissement dans les régions de montagne, de 1974 à 2008 à peu près. Et cette LIM a travaillé un peu dans ce domaine-là. L'économie circulaire, créer des revenus sur place, et puis, si possible, pas trop importer, donc remplacer les importations par de la création de valeur sur place. Ça dure un moment. Après, tout d'un coup, changement de paradigme, on passe à ce qu'on appelle la nouvelle politique régionale. Elle a déjà 8 ans, donc c'est peut-être bientôt plus la nouvelle politique régionale. Alors, on arrive quelque part là. Donc, l'idée, c'est qu'on passe de la circulation et de la captation à la production, avec un thème qui est complètement central dans la nouvelle politique régionale, qui est la base d'exportation. Donc on doit renforcer la base d'exportation. Donc en théorie, tous les projets qui ne renforcent pas la base d'exportation ne sont pas éligibles à la nouvelle politique régionale. Alors c'est très intéressant parce qu'en théorie, c'est les cantons qui doivent s'occuper de cette partie-là. Alors d'un côté, je me pose un peu la question, on a d'un côté l'idée du futur, on doit converger, mais si on regarde les politiques, elles divergent. Et là, il y a quand même une question, je n'ai pas la réponse, mais bon, je mets la question sur la table. Alors, mais je dirais que, donc, quelque part, on est peut-être un peu mal parti quand on parle que de politique régionale dans le thème qui nous occupe aujourd'hui. Mais plus on descend, plus les choses s'intègrent, et il y a des choses qui se passent sur le terrain, et puis moi, je pensais que mon rôle, c'était ici plutôt de vous dire ce qui se passe un peu sur le terrain, donner quelques exemples, raconter quelques histoires. Alors finalement, je pense que toutes les communes font de l'économie résidentielle sans le savoir, par la simple et bonne raison que c'est des communes, donc il y a peu de gens qui doivent s'occuper de tout. Donc ils n'ont pas tellement l'occasion de se sectoraliser. Et puis en plus, je crois aussi que les communes ont des outils très puissants à leur disposition, parce que justement, ils ont cette possibilité de travailler dans tous les domaines. Je fais 2 fois, voilà. Alors un peu pour schématiser, je pense que les communautés publiques, collectivités publiques, sont des promotrices, dans le domaine foncier notamment. Alors, c'est celle-ci. Donc, elles ont en fait 3 rôles comme acteurs fonciers. Elles sont ou planificatrices, ça tout le monde le sait, aménagement du territoire, tout ça. Elles peuvent être propriétaires de terrain, ça je trouve que ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et souvent, elles sont aussi promotrices. Alors, j'en arrête là avec les considérations générales. Je vous propose d'aller dans les exemples concrets. Alors d'abord, quelques collectivités publiques planificatrices. Alors il y a des cas intéressants, et notamment il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la zone Châteaudet. Châteaudet, il y a plus que 30 ans, la commune a créé une zone résidence secondaire. C'est peut-être même 40 ans. Alors on la voit ici quelque part, c'est au-dessus du village, ils ont tout mis ensemble, c'est pas vilain, ça va. Et ils ont dit, ben voilà, les résidences secondaires, on va les mettre là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé après une génération? Eh bien, c'est devenu des résidences primaires. Donc ça, c'est quand même un phénomène que je trouve assez intéressant. Et c'est un sujet à réflexion, surtout quand on parle d'Alex Weber, qui nous a dit n'allez pas plus loin que 20% de résidences secondaires. Ben, il y a tout d'un coup des cas comme ça, où tout d'un coup, le secondaire est le premier pas vers des résidences primaires. C'est peut-être un cas intéressant, notamment pour les zones à faible potentiel. Donc il y a un espoir d'avoir des résidents supplémentaires quand on a des locaux de ce type-là. Évidemment, dans nos stations de montagne, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec les résidences de luxe? Quand on a des 75%, comme on a parlé, de résidences secondaires à Verbier, qui sont des résidences à 25 000 francs le mètre carré,
Ben, il faudra peut-être 300 ans, c'est toi qui as dit 300 ans pour que, je sais plus, c'est toi qui as dit 300 ans pour que ça devienne des résidences primaires, évidemment, parce qu'il faut encore que les gens puissent les payer ou qu'on puisse les transformer en résidences pas de luxe. Donc ça, c'est la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est à Chermignon, en dessous de Crans-Montana, il y a eu une politique foncière de la commune qui avait une jolie zone, vous voyez là, qui était en zone à bâtir. Et ils ont racheté le terrain très cher pour la remettre en zone nature. Alors donc il y a des cas, les communes ont des possibilités que peut-être pas tout le monde a, mais il y a quand même quelques exemples de temps en temps assez intéressants d'activités planificatrices tout à fait volontaires de la part des communes. Deuxième chose, pour moi c'est un thème qui est peut-être le plus intéressant, c'est les communes propriétaires. Et notamment dans l'arc jurassien, il y a beaucoup de communes qui possèdent des terrains. Et ça, c'est quand même un outil au niveau de l'économie résidentielle que je pense fondamentalement intéressant. C'est une vieille tradition à la vallée de Joux. Alors, les communes possèdent des terrains en zone, soit à bâtir, soit industriels. Et ce qui est intéressant, c'est que ça leur donne un levier où elles peuvent jouer à fond leurs avantages comparatifs, qui est finalement un foncier bon marché. Et elles peuvent le rendre encore plus bon marché si elles ont envie. Alors, c'est peut-être pas possible à faire pour les cantons ou la Confédération, mais au niveau communal, c'est quelque chose qui est faisable. Et typiquement, vous voyez les deux tours là au sentier, ça a été construit par les collectivités publiques. Et le village industriel de la vallée de Joux, donc c'est aussi quelque part de l'économie résidentielle. Pour pouvoir garder des entreprises, donc des résidents à la vallée de Joux, ils ont construit des locaux industriels. Malheureusement, on est en Suisse, ils ont perdu les trois quarts de leur avantage comparatif au niveau prix parce qu'ils ont construit quelque chose de trop cher. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a quand même encore des horlogers là-bas qui sont capables de se payer des locaux à ce prix-là. Mais donc, je pense que les communes, c'est intéressant parce qu'elles essayent de faire ce qu'on appelle cette biodiversité. En nature, on dit biodiversité, mais là, l'économie résidentielle, c'est une partie d'une biodiversité au niveau communal. Ensuite, on peut aller encore plus loin. C'est les communes promotrices. Donc là, je vous donne juste, il y aura 3 exemples. Alors déjà, bêtement, actuellement, c'est tout à fait nouveau, le village du Sentier. Donc c'est spécialité Vallée de Joux, ils ont des sous-communes qu'ils appellent des villages qui sont organisés un peu comme une commune et qui ont certaines tâches réglementées comme une commune, mais c'est évidemment des tâches, ça va de la salle communale à la fontaine communale, à la fontaine de village, etc. Mais ils ont aussi des terrains. Et là, le village du Sentier, carrément, pour attirer des habitants, construit des nouvelles promotions. Donc ça, c'est la collectivité publique qui construit. Un autre côté, qui est peut-être plus compréhensible facilement, c'est typique en dessous de Crans-Montana. Donc Crans-Montana, c'est une destination qui a à peu près 45 000 lits, 6 000 résidents, et puis ils aimeraient bien avoir un peu plus de résidents. Et puis ils essayent de faire certaines choses. Alors là, c'est très intéressant, en dessous de Crans-Montana. Alors ça, c'est la bourgeoisie, qui est une autre collectivité publique. La bourgeoisie construit des logements pour justement, essentiellement, des résidents. Donc la bourgeoisie a décidé, on construit des logements, on les fait relativement bon marché, mais on admet que ce soit seulement des résidents qui ont leur papier sur la commune, qui ont le droit de les habiter. Ça donne des choses, c'est peut-être de la distorsion de concurrence, mais ils peuvent se le permettre. Ensuite, il y a un autre cas où je n'ai pas de photo, c'est des mélanges. Il y a, en plein milieu de la station de Crans-Montana, un endroit où ils veulent mettre des résidents. C'est un terrain qui appartient à une commune, la commune de Randogne. Non, pardon. C'est un terrain qui est sur la commune de Randogne, mais qui appartient à la bourgeoisie de Montana. Donc c'est des mélanges entre 2 communes différentes. Donc vous voyez, simplement pour vous dire, il peut y avoir énormément de montages différents. Alors ça, c'est un peu... Alors maintenant, je vous ai montré les 3 types, commune planificatrice, propriétaire ou promotrice. Puis maintenant, regardons, il y a des... Pardon, je pousse toujours trop longtemps. Certains nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître, et je pense que là, il y a quelque chose à voir aussi, c'est les partenariats publics-privés. Vous avez un exemple à Evolène. Alors ça, c'est un autre cas, c'est typique, j'ai vu ça dans les communes tessinoises. Exode rural, tout d'un coup, il y a beaucoup de logements vides qui sont taxés par la Confédération comme résidences secondaires. Les gens sont nés dans ces maisons, puis ils ont dû partir pour des raisons de choix, de choix de domicile. Et donc, c'est intéressant. Donc, il y a des logements vides qui sont considérés comme résidences secondaires. Maintenant, avec l'Alex Weber, comme c'est des communes qui arrivent, par exemple, dans une région au Tessin que je connais, ils arrivent à 50%. Ils n'ont pas de tourisme, mais ils arrivent à 50% de résidences secondaires. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a 2 possibilités. Ou on les remplit, mais difficile de trouver des résidents, ou on les détruit finalement.
ou bien on attend. On en fait du patrimoine, c'est toi qui as dit, hein, qu'on attend. Mais là, alors il y a par exemple un exemple qui est intéressant qui a été fait à Evolène. Ils ont créé une fondation publique-privée et ils font un projet où, notamment au milieu du village, il y a des maisons, des résidences secondaires, il y a des bâtiments dans toutes sortes d'états qui doivent être ou rénovés ou simplement utilisés tels quels et tout. Et ils ont fait un système. Les propriétaires, ils restent propriétaires. Simplement qu'avec chaque propriétaire de ce logement vide, eh bien, on décide d'une politique avec ce logement. Ça peut être une rénovation complète, ça peut être la mise en location sur les résidences secondaires, sur les appartements de vacances, ça peut être rechercher des résidents, tout ce qu'on veut. Et ça, je pense, ça a l'air de marcher assez bien, d'ailleurs, à Evolène. Hein. Ils ont un site, là, je vous l'ai mis sur le show. Donc ça, je pense, il commence à y avoir des projets de revitalisation de villages de montagne à moitié vides, avec aussi des bâtiments qui tombent. Hein. Ensuite, un autre modèle, qui est le modèle des coopératives d'habitation. Alors là, on sort un peu de la politique régionale parce que Genève est très fort dessus. Et puis, d'ailleurs, je vous ai mis une brochure qui est sortie à Genève. Et puis, alors justement, on a ce problème, par exemple, typiquement Grand Montana, où le thème est en train d'arriver. On a beaucoup de logements vides. On a même des lits congelés, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des appartements qui n'ont même pas été aménagés. C'était la pure spéculation. Et puis, on a besoin de logements pour attirer des habitants, mais on ne peut rien faire avec ce qui existe. Donc, ils sont en train d'essayer de lancer des coopératives d'habitation dans la région. Malheureusement, c'est de nouveau des constructions, mais bon, si on n'a pas le choix, au moins essayer, donc, je dirais assez désespérément, d'implanter des habitants. Je vous ai mis des liens chaque fois en dessous sous le site, là. Alors maintenant, aussi en matière touristique, il y a des régions qui essayent de se dire mais comment est-ce qu'on fait, qui essaient d'avoir une approche un peu structurée. Et nous, j'ai travaillé sur deux projets. On utilise un peu étonnamment le business model industriel. Vous connaissez peut-être tous le business model generation. Et puis ça marche très bien au niveau territorial, ce business model. Et on essaye de faire ça. Alors on a fait une étude avec le business model sur 31 organisations qui louaient des résidences secondaires. C'est une étude un peu de base. Et puis on a déterminé 4 modèles types, une typologie de 4 modèles de location des résidences secondaires. Alors, je ne vais pas vous les décrire comme ça, mais c'est assez intéressant de voir un peu comment on peut faire. Et puis maintenant, ce qui est intéressant, j'ai actuellement un projet dans la zone Tessin-Leventine à Blegno, où on utilise ces business models et ces typologies pour essayer de voir quels sont les acteurs sur place, quels sont les acteurs qu'il faudrait créer, etc. Comment les mettre en réseau, comment les mettre en filière, pour essayer de trouver des moyens de faire venir des gens dans la région. C'est plutôt touristique, mais évidemment, si c'est des résidents, c'est encore mieux. Et je pense que ce business model, c'est peut-être une des méthodes pour arriver à faire cette convergence dans une région, une petite région, une zone intercommunale. On part de ce mode de réflexion, on peut prendre les 3 thèmes, production, captage, circulation, et puis on les met dans un business model comme ça. Et ça pourrait être une manière de regarder comment on peut faire de l'économie résidentielle et aussi productive dans une région. Donc le thème, c'est aussi la mobilité. De nouveau un exemple de Grand Montana, je m'excuse, j'y habite, donc je le connais un peu. Là, c'est quelque chose qu'on avait fait. Grand Montana, c'est intéressant. C'est une région qui a une accessibilité extraordinaire par transport public, qui est même pratiquement meilleure que par la route, surtout en hiver, bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des énormes problèmes de circulation dans la station. Donc les communes ont essayé de faire ce qu'elles pouvaient pour remodeler cette circulation avec des navettes. Là on a en orange des nouveaux circuits de navettes, etc. Et là, l'idée, c'est de faire que les résidents et les touristes puissent avoir une meilleure qualité de vie. Et je pense que ça fait aussi partie de l'économie résidentielle, pas seulement la mobilité vers l'extérieur, mais aussi la mobilité à l'intérieur de la zone qui doit être agréable. Alors peut-être comme conclusion, alors la politique régionale suisse fait partie de la politique de la promotion économique en Suisse. Mais on a un problème, c'est qu'actuellement, si on nous dit on voudrait faire un projet d'économie résidentielle, on n'arrive pas à la justifier par la politique régionale. Et typiquement, on a même un autre projet qui est les projets énergétiques. Typiquement, dans l'arc jurassien, il y a des projets où on dit on essaye de faire de l'autonomie énergétique, des choses comme ça. Ce n'est pas accepté par la politique régionale, parce que ce n'est pas de l'exportation, c'est de la substitution des importations.
Alors pour des gens comme moi qui ne sommes pas des économistes de haut niveau, pour nous c'est à peu près la même chose, mais bon, il paraît que ça ne marche pas. Et donc là, je dirais qu'on a tout de suite, dès qu'on essaye d'aller un peu aux limites, de faire des choses genre économie résidentielle, tout ça, ou des économies énergétiques où personne dit, je pense, que c'est mauvais de faire de l'autonomie énergétique, eh bien on est vite bloqué. Et ça, c'est probablement dû à ce manque de convergence entre les politiques publiques. Alors, moi j'ai une question, j'en ai deux en fait. Est-ce que l'économie résidentielle, est-ce qu'on arriverait à justifier qu'elle favorise ou qu'elle renforce la base d'exportation? Jusqu'à maintenant, je ne connais personne qui a réussi, mais pour nous, ce serait très intéressant d'avoir des projets et puis de pouvoir dire oui, mais on fait quelque chose de ce genre-là, mais on renforce quand même la base d'exportation. Et puis la deuxième question, je me pose une question d'après les exposés de ce matin. On a vu que des zones rurales et de montagne, finalement, notamment l'arc jurassien, créent de la valeur, mais que cette valeur, elle ne reste pas sur place. Alors finalement, moi, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que quand on fait de la politique régionale, est-ce que finalement, ça n'a pas pour but de renforcer les villes? Et puis que ça ne renforce pas les zones qui devraient être les bénéficiaires de la politique régionale? Je vous pose ces questions parce qu'on est dans un milieu universitaire et puis je serais très heureux d'avoir une fois des réponses. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à votre exemple sur Vallée de Joux. Oui. On sait que là, il y a plus de places de travail que d'habitants. Et je me posais la question sur l'autre slide juste après. L'offre de logement est destinée à qui? C'est pour attirer des résidents ou c'est pour capter des pendulaires actuels, et auquel cas les Suisses vers Vallée de Joux ou les Français vers Vallée de Joux? Alors moi je crois qu'à la Vallée de Joux, il n'y a pas de racisme. Hein. Ça peut être les deux. Tant mieux si c'est des Français frontaliers qui viennent. Tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de... L'idée, c'est qu'ils veulent des gens qui sont là, qui payent leurs impôts, qui font tourner les boutiques, l'économie, etc. Évidemment que pour le moment, on est dans une situation avec la France que c'est assez difficile, vu les... Même s'ils ont des salaires suisses, hein, c'est quand même un peu difficile d'implanter des frontaliers. Par contre, il y en a qui viennent habiter, très peu. C'est un projet, c'est rempli ou c'est... Alors ça, c'est une promotion actuelle, donc il n'est pas construit encore. Par contre, il y en a d'autres qui sont remplis. Mais c'est clair que je crois qu'à la Vallée de Joux, ils seraient très heureux d'avoir des frontaliers qui s'établissent là. Et c'est probablement plus facile, si on regarde un peu la situation de la Vallée de Joux, vous savez tous où c'est, hein, c'est probablement plus facile, question mentalité, question habitude d'habiter dans cette géographie, ce serait plus facile d'avoir des résidents français que de faire venir des gens de Nyons, de la côte, qui pour eux, c'est ce qu'ils appellent le pays de loup. Hein, donc ce serait certainement très bien, mais je pense qu'il manque des éléments pour pouvoir faire ça, et notamment cette fameuse différence entre la monnaie, hein, et puis entre les coûts, notamment du logement aussi, entre la France et la Suisse. Mais je pense qu'il n'y a pas du tout de préférence. Ce qu'ils veulent, c'est des résidents. Une question, c'est une remarque par rapport à cet élément-là des collectivités publiques qui peuvent mener des politiques foncières actives. Alors, je pense que c'est un scénario tout à fait positif et souhaité. Par contre, par rapport à ce qui est fait présenté au niveau des avantages comparatifs, le fait de dire qu'il faut baisser les prix pour vendre du terrain et faire venir les habitants quelque part, il y a beaucoup de situations où il y a des communes qui n'ont pas connu, qui n'arrivent pas à faire venir les habitants, qui ont baissé les prix à des taux même démentiels dans le cas du Jura, où on arrive à faire vendre du terrain à 50 mètres carrés pour le vendre, qui au final n'a pas été vendu. Ce que je voulais dire par là, c'est que le prix du foncier est une chose, mais dans des régions qui sont déprises et qui n'arrivent pas à vendre, tout n'agit pas, l'avantage comparatif ne fonctionne pas que sur le prix. Bien souvent, le fait de mettre des prix en dessous ne résout pas la solution, ne résout pas le problème, ou au contraire, dans d'autres cas, ça fonctionne, mais avec pour conséquence d'appauvrir très fortement si au final les communes n'arrivent pas à agir correctement sur ce bilan. L'avantage comparatif uniquement sur le prix foncier, je pense qu'il peut être dangereux dans certains contextes territoriaux. Ouais. Bon, je voulais dire en fait surtout droit de superficie. Hein. Donc c'est surtout ça qui est fait. Donc ils ne vendent pas les terrains. Hein. Mais ça permet quand même, on connaît des cas de gens qui ont construit et tout sur des droits de superficie, parce que ça leur rendait l'accès au logement accessible, quoi.